Ils prédisent une augmentation de 300% de poses de prothèses de genoux d'ici 2050. Aujourd'hui, je reçois Dr Mrini, chirurgien orthopédiste et traumatologue, expert du genou et expert en chirurgie mini-invasive. La douleur la plus fréquente qui existe, motif numéro 1 de consultation pour douleur du genou dans le monde, c'est le syndrome fémoro-patellaire. Les ménisques, on peut les enlever sans conséquence, ils ne servent plus à rien après un certain âge. Faux. Les ménisques, c'est une structure importante, principale, c'est l'amortisseur du genou, principale structure anatomique qui prévient l'arthrose du genou. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour prévenir tout ça, pour renforcer son genou? Non, ça c'est une fausse idée qui a été complètement corrigée par beaucoup d'études. Il va tout nous expliquer sur comment fonctionnent nos genoux et surtout comment les préserver. La deuxième chose, en tout cas pour les sports de pivot, pour éviter des ruptures du ligament croisé ou des problèmes méniscaux, c'est d'avoir un bon... Docteur Mrini, bienvenue dans Sans Ordonnance. Merci. Merci beaucoup d'être là. Franchement, c'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Alors, je suis docteur Mlini, je suis chirurgien orthopédiste à Casablanca, traumatologue, essentiellement spécialisé en chirurgie du genou, de plus en plus. Euh, Après, en termes de formation, De parcours. voilà, mon parcours, après des études ici jusqu'au bac, groupe scolaire d'enFA, un grand classique casablancais. Je suis parti à Tours pour les études de médecine et ensuite j'ai enchaîné pour la spécialité à Lyon, qui est justement une ville qui est assez réputée pour la chirurgie du genou, avec un long historique en termes de chirurgie arthroscopique et prothétique, d'où un peu l'étiquette et mon hyperspécialisation qui est de fait de ma formation. Ça tombe très bien parce qu'on va parler du genou. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le genou? Si à quelqu'un qui n'a jamais ouvert de livre médical, c'est quoi un genou? Alors, le genou est une articulation, voire l'articulation principale du membre inférieur, située entre la hanche et la cheville. C'est une articulation un peu pas très mobile, contrairement aux autres articulations, essentiellement à des degrés de mobilité en extension et flexion, même s'il peut y avoir quelques petits mouvements rotatoires, mais ça reste essentiellement dans du contrôle de laxité et de stabilité qui vont exister, mais le mouvement principal se fait essentiellement dans un seul axe, flexion et extension. La laxité pour les personnes qui Oui, savent alors pas ce que c'est. laxité, c'est une hypermobilité ou une mobilité anormale du genou, en général qui est retrouvée quand il y a une rupture d'un ligament. Et c'est un peu comme les gens qui ont le coude par exemple qui Voilà. passe Alors là, le coude, oui, en on appelle ça un récurvatum. récurvatum. Ça existe même dans le genou. Il y a Ouais, des bien gens sûr. qui ont un excès d'extension. Donc oui, c'est ça, c'est l'hypermobilité un petit peu. Et on dit laxité, c'est quand c'est pathologique et plutôt relié à une rupture ligamentaire. Et on entend souvent les gens se plaindre de leurs genoux. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est une articulation qui est particulièrement exposée? Alors, c'est l'articulation portante du membre inférieur. Quand on marche, elle peut supporter entre 5 jusqu'à 8 fois la charge du corps. Quand on court, c'est 15 fois. Donc c'est pour ça, que c'est une articulation qui est souvent douloureuse au bout d'un moment. Je pense qu'il y a pas une famille où il y a pas une personne qui a mal au genou. Qui n'a pas mal. Voilà, qui n'a pas mal au genou. La Ouais, plupart, on va ouais, toujours trouver une personne qui bien va sûr. avoir une douleur au genou, soit chronique, soit liée à l'activité sportive ou d'autres. Et globalement, est-ce que avec les sports modernes, est-ce que tu vois de plus en plus de blessures du genou? Alors, oui, il y a 2 raisons, pour lesquelles on voit de plus en plus de personnes se plaindre du genou. Il va y avoir le côté un petit peu dégénératif lié à l'arthrose ou à la dégénérescence du genou et ça, on va en voir de plus en plus du fait de l'obésité ou le surpoids un petit peu de la population mondiale, Qui d'ailleurs, explose. qui explose. D'ailleurs, on D'ailleurs, a les prédictions, alors ça, c'est plutôt les sociétés qui fabriquent les prothèses qui ont ce genre de chiffres. Ils prédisent, une augmentation de 300% de poses de prothèses de genoux d'ici 2050, par rapport à maintenant, ce qui est énorme. c'est énorme. Voilà, ça va venir du fait de ce surpoids un petit peu mondial qui existe et de la pratique sportive. Alors, côté sportif, on va plus avoir des douleurs du genou qui vont être
ou des traumatismes du genou qui vont survenir en fonction du type de sport qu'on va pratiquer. Et c'est quoi les principales douleurs, typiques, on va dire, qui font que les gens viennent vous consulter? Alors, la douleur la plus fréquente qui existe, motif numéro un de consultation pour douleur du genou dans le monde, c'est le syndrome fémoro-patellaire. Syndrome doulouro-rotulien. En général, à peu près tous les examens paramédicaux sont normaux, qui va toucher plus la femme que l'homme. En général, plus les femmes parce qu'elles vont avoir un morphotype en valgus, c'est-à-dire en X, contrairement à l'homme qui sera en varus, c'est-à-dire arqué. Et souvent, c'est relié à des troubles posturaux au niveau du pied et un petit peu un déficit un petit peu musculaire des chaînes internes musculaires. Et c'est un motif de consultation très fréquent pour douleur, en général même bilatérale, Et les mais chaînes qui internes, juste oui, les chaînes internes, c'est les muscles que vous parlez au niveau de la cuisse, de la voilà, jambe? la cuisse jusqu'à la jambe qui vont être essentiellement la partie interne du quadriceps, qu'on appelle le vaste interne, partie intérieure et les ischio-jambiers aussi. Donc le motif de consultation principal chez un chirurgien orthopédiste spécialisé du genou, c'est le En syndrome. chiffres, c'est ce qu'ils devraient voir, c'est ça. Après, vont venir aussi voilà, les lésions méniscales de divers types, les significatives et les non significatives, heu et bien sûr les douleurs liées à l'arthrose. Mais je parle surtout chez les jeunes, ça va être le syndrome douloureux-rotulien. Chez le sujet de plus de 50 ans, ça va plutôt être de l'arthrose, le motif numéro un. Et d'ailleurs, en parlant de pratique sportive, la course, c'est devenu un sport qui est de plus en plus, pratiqué. Oui. Ça donne quoi au niveau du genou? Alors la course à pied, ne va pas forcément dégrader, le genou. Mais par contre, va être responsable de certaines pathologies qui sont assez typiques de la course à pied, qui vont très souvent et pour majorité être liées à un problème de foulée ou un problème posturologique au niveau de la foulée du pied. C'est-à-dire la personne qui va courir avec un pied creux, un pied plat, un arrière-pied valgus, ça va lui créer des problèmes. Les principales pathologies qu'on va retrouver vont être, bah, le syndrome douloureux-rotulien, encore une fois, il est assez présent dans la course à pied. On va retrouver le syndrome de l'essuie-glace, aussi appelé, Classique. voilà, le grand classique avec la douleur sur le côté externe du pied qui va commencer à apparaître début, milieu de course. Donc qui est très lié à un problème de chaussage, en général. Et après vont venir un peu les tendinites du tendon rotulien, les tendinites de la patte doigt ou les tendinites aussi du biceps fémoral qui va être un tendon qui va être plutôt à l'arrière du genou. Et par exemple, le syndrome de l'essuie-glace qui est un Oui, très grand classique, oui. donc c'est une douleur qui est plutôt, latéralisée, au niveau du genou. Oui, Vous avez dit que c'est souvent un problème de chaussage, oui. donc qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors en général, le plus simple est de mettre des semelles orthopédiques dans sa chaussure de course à pied pour pas aller à chercher, est-ce que je dois acheter des chaussures pronatrices, supinatrices, aller dans tout un bilan, podologique, dynamique pour voir comment est la foulée. Bon là, il faut que ça soit vraiment bien fait pour que ça puisse donner un bon résultat. Le plus simple est d'avoir des chaussures universelles avec surtout des semelles orthopédiques qui vont être faites par des podologues et justement, après un bilan podoscopique et après un bilan justement dynamique de la foulée et qui vont permettre en fait de corriger le problème, définitivement. Et comment est-ce qu'on peut prévenir ce problème? Si on ne sait pas qu'on a ce genre de problème podologique, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des signes quand on court un peu qui nous alertent? Ça va être essentiellement la douleur sur le côté externe du genou, typiquement pour le syndrome de l'essuie-glace. Ça va être une douleur qui va surtout disparaître un jour, 2 jours après l'arrêt de l'effort, elle va complètement disparaître. Et vous avez parlé de la douleur de la patte droit, Oui, c'est quoi? alors la patte doigt, c'est la réunion de 3 tendons qui vont venir du haut de la cuisse, s'insérer sur la partie interne du tibia. Elles s'insertent en forme de patte doigt, à peu près comme ça. C'est pour ça qu'on les appelle, la patte doigt. Ce sont les tendons du sartorius, du droit interne et du demi-tendineux, qui sont en fait justement des structures stabilisatrices internes et donc quand la foulée est trop dirigée vers le côté un petit peu externe, ça risque de créer un étirement un petit peu permanent et régulier de ces tendons-là et qui vont s'inflammer, donner une douleur à ce niveau-là. En général, la douleur est assez typique, c'est-à-dire en palpant la patte doigt, on arrive à bien déclencher la douleur et le diagnostic est facilement fait juste avec une échographie. Et on peut les traiter en faisant quoi? Alors ça se traite en général de 3 manières, donc il faut corriger un petit peu un trouble postural si on a un, parce que sinon ça va revenir après traitement.
En général, une petite phase de repos, c'est-à-dire d'arrêt de la course à pied de 3 semaines va permettre à l'inflammation de baisser avec éventuellement un traitement médical et on y associe en général un petit peu de kiné, avec parfois des ondes de choc aussi et dans les cas où il y a vraiment une grosse douleur, la une contre-indication à la prise d'anti-inflammatoires ou un échec au début du traitement même avec la kiné, ça va toujours pas, on peut faire une infiltration de corticoïdes à ce niveau-là, qui donne en général de très bons résultats et rapidement. Et on entend souvent parler des sports, on va dire, qui sont plus soft pour les genoux, dont, par exemple, le vélo elliptique, Ouais. la natation. Est-ce que c'est vraiment plus soft ou c'est marketing? Alors non, c'est vraiment très soft justement. C'est d'ailleurs les sports qui vont être indiqués quand on a de l'arthrose du genou, parce qu'il faut bouger certes, mais sans mettre de charge sur le genou. Donc le vélo, la natation, l'elliptique vont être de très bonnes alternatives pour une personne qui du coup à chaque fois elle marche beaucoup, a des gonflements du genou et des douleurs, après l'effort. Et par contre, les sports comme le crossfit, les HIIT qui ont l'air de stimuler, enfin d'être beaucoup plus, on va dire agressifs sur les genoux, faut Alors ils les peuvent éviter. être un petit peu plus pourvoyeurs de blessures ou de douleurs, mais tant que c'est fait, c'est-à-dire dans un cadre, sans dépasser ce qu'on appelle le surmenage articulaire, ça n'entraînera pas de problème. Alors le souci avec ce type de sport comme le HIIT ou le CrossFit, c'est que ce sont des sports de groupe et tout le monde n'a pas un peu la même, tolérance à l'effort, ni même le même genou. Donc on va trouver pour le même effort, quelqu'un qui va absolument pas réagir, le genou va rester asymptomatique et quelqu'un d'autre chez qui ça peut déclencher, soit en général des tendinites, c'est surtout les tendinites. Parce que les tendinites apparaissent en général en surmenage articulaire quand on dépasse la capacité du muscle attenant au tendon. Donc on tire sur le tendon de manière anormale et il s'inflamme. Et il y a un sport extrêmement en vogue en ce moment, qui est le paddle. Mmh. Est-ce que vous avez vu apparaître en tout cas, est-ce que vous avez vu l'épidémiologie de certaines pathologies changer, avec la naissance de ce sport? Alors le paddle, il va rentrer un peu dans les sports de pivot, parce qu'il y a des changements un petit peu brusques de direction, notamment des accélérations un petit peu brusques aussi et donc on va retrouver un peu des pathologies qui vont être, mélangées entre celles du tennis et celles des sports de pivot classiques. Donc on voit des ruptures de ligaments croisés, on voit des ruptures du tendon d'Achille liées aux accélérations brusques et après, on voit tout ce qui va être relié un petit peu aux efforts un petit peu de semi-fléchis, heu, notamment, le syndrome douloureux rotulien aussi, qu'on en voit pas mal et alors le paddle aussi ça c'est pour le membre inférieur. Le paddle est très pourvoyeur de tennis elbow, c'est-à-dire de tendinite un peu du coude Les épicondyliens? et voilà des épicondyliens et aussi des tendinites au niveau du poignet et ça va être très relié à la manière de jouer. Ça va être en général des gens qui vont beaucoup trop lifter, faire des rotations un petit peu anormales et prolonger, répéter, qui vont développer ce genre de symptômes. Donc vous pouvez dire à vos patients: «Liftez moins s'il vous plaît», comme ça Ouais, il faut mieux ça mieux rentre dans contrôler l'ordre. le geste, ouais, ouais, ouais. C'est très relié au geste, notamment le tennis elbow, l'épicondylite externe. Vous avez parlé tout à l'heure des ligaments croisés. Mmh mh. C'est quand même un truc qu'on entend extrêmement souvent, Mmh mh. et notamment au foot. Oui. Et il y a par exemple le joueur Gavi du Barça, hyper grande star qui s'est rompu les ligaments, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur l'appareil ligamentaire du genou? Oui. Comment ça arrive? C'est quoi le contexte? Alors donc le genou, c'est l'articulation qui est composée du fémur au-dessus en haut, le tibia en bas. Entre les 2, on trouve les ménisques et de part et d'autre, on va trouver, les ligaments qu'on appelle les ligaments collatéraux, qui sont le ligament collatéral médial, interne et externe. Et au milieu du genou, on va trouver les fameux ligaments croisés. Il y en a 2, ligament croisé antérieur qui part de l'épine tibiale antérieure vers le condyle externe et derrière lui, le ligament croisé postérieur. On les appelle comme ça parce que réellement, ils se croisent dans le genou, et qui va partir lui du condyle interne vers, l'épine, tibiale postérieure. Mais on entend tout le temps parler du Et ligament du croisé antérieur. Voilà, le plus important et le plus fréquemment touché, ça restera le ligament croisé antérieur. C'est un élément, stabilisateur puissant du genou
et dont la rupture va se faire essentiellement dans des sports de pivot comme le foot. Et vu que le foot est le sport le plus populaire au monde, donc on Super. entend souvent parler de ça, mais on voit aussi beaucoup ça chez les skieurs et dans d'autres sports de pivot aussi, assez fréquemment. On m'avait parlé de Valfi, c'est genre les lésions, en rotation, Alors, rotation interne, voilà, le valgus. le 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 mécanisme lésionnel classique, c'est le valgus rotation externe, c'est-à-dire ça va être le joueur qui va vouloir rattraper la balle un peu comme ça et la cheville va rester bloquée et il va y avoir un mouvement rotatoire anormal qui va se faire dans le genou, donc avec un craquement qui va se faire et une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire la personne ne pourra pas se mettre debout sur son genou immédiatement. Et ça peut arriver dans des hyper-extensions brusques et totales, c'est-à-dire la personne qui veut taper le ballon, on lui enlève le ballon, il tape dans le vide, le jeu tout le tibia qui part en avant de manière hyper brusque comme ça donne des ruptures du ligament croisé et voilà, ce sont principalement les mécanismes après on peut avoir d'autres mécanismes qui vont donner en fait des lésions associées. Il n'y aura pas que le ligament croisé, mais même d'autres, ruptures ligamentaires. Et le ligament croisé postérieur peut être touché sans l'antérieur ou forcément c'est soit les 2 soit l'antérieur? Alors, il peut être touché de manière isolée et alors on le voit dans des cas assez particuliers, c'est le syndrome du tableau de bord. Ah ouais. Voilà, c'est-à-dire c'est les accidents de la route, ça freine d'un coup, le genou va taper le tableau de bord. Alors là, on peut avoir une succession de lésions. Alors soit la personne va avoir une fracture de la rotule, parce que c'est la rotule qui va taper en premier. Si la charge n'est pas arrivée au niveau de la rotule, bah, c'est le ligament croisé postérieur qui va prendre et c'est si ni l'un ni l'autre, ça va monter à la hanche et on a en général une fracture du cotyle avec une luxation postérieure de la hanche. C'est ça le cheminement en gros des lésions liées au tableau de bord. Après, on voit ça aussi dans des sports très violents comme le rugby, le football américain. On voit des ruptures du ligament croisé postérieur parce qu'il faut un choc antéro-postérieur, c'est-à-dire d'avant en arrière, et un choc direct en général qui entraîne ça. Ouais, c'est comme un accident de voiture, le C'est rugby, quasiment un un accident de plaquage, voiture, ouais, ouais, c'est le gros plaquage qui se fait d'avant en arrière. et chez les non sportifs, un ligament croisé antérieur, ça peut se rompre, aussi? Alors, chez un non sportif sans traumatisme, non. Mais Sans activité sportive, physique alors extrême, oui, ça mais peut arriver, oui, en ratant une marche, une mauvaise réception, dans les escaliers, oui, oui, bien sûr, oui, oui, ouais. En général, c'est lié au ça va arriver à des gens qui vont avoir un mauvais quadriceps, c'est-à-dire un quadriceps pas très renforcé, parce que c'est un élément stabilisateur du genou, donc du coup, le genou va flancher, et il peut y avoir un mouvement rotatoire anormal qui va se faire, qui va entraîner cette rupture du ligament croisé, ouais. et comment est-ce qu'on sait si on a un ligament croisé rompu? C'est quoi les étapes, les signes cliniques? Alors déjà, c'est l'événement traumatique qui va se passer, c'est-à-dire, qui va être, accompagné d'une douleur, d'un gonflement du genou. Parfois les gens, arrivent à se remettre dessus debout, à être debout, à faire quelques pas. La majeure partie du temps, c'est non, ils n'y arrivent pas. La rupture du ligament, il faut savoir que la rupture du ligament croisé, c'est défini, qu'elle soit seule ou accompagnée de d'autres lésions, c'est l'entorse grave du genou, pas l'entorse bénigne. Donc c'est ça reste le patient sait qu'il a eu un gros traumatisme du genou, le genou a gonflé et tout. Alors après, au bout de 3 semaines, même si le patient fait rien, le genou va dégonfler naturellement. C'est pas très douloureux après. Ce qui va être douloureux, ça va être surtout ce qui va se passer associé au ligament croisé. Le ligament croisé en lui-même n'est pas très douloureux. La rupture du ligament croisé, c'est pas quelque chose qui est douloureux. Donc le patient peut se sentir bien au bout de 3 semaines, même, il va reprendre sa marche, il peut être un peu raide au début, mais au bout de 2 mois, 3 mois, il va avoir l'impression de retrouver un genou normal. C'est pour ça qu'on n'opère C'est pas tout le monde. c'est pour ça, qu'on n'opère pas tout le monde et c'est pour ça qu'aussi on voit des patients qui vont arriver tardivement. Ouais, c'est C'est-à-dire clair. la personne qui va pas trop s'inquiéter parce que son genou a gonflé après un traumatisme et qui va voir surtout qu'il a pu marcher quelques jours après et tout, va se dire: «Bon, bah, peut-être que j'ai rien» et c'est là on voit en fait arriver des gens qui vont en fait développer ce qu'on appelle une laxité chronique du genou. C'est-à-dire un mouvement anormal, un dérobement anormal qui va commencer à se faire au quotidien ou à la pratique sportive. Et c'est là où on parle de tiroir antérieur. C'est là où on parle de laxité antérieure du genou et de tiroir, antérieur. Alors en termes de chirurgie, pas chirurgie, alors c'est assez défini, c'est-à-dire qu'une personne qui a une rupture du ligament croisé antérieur moins de 30 ans, en général sportif ou pas, il vaut mieux l'opérer, car ça prévient quand même d'un certain risque, de développement d'arthrose et de lésions méniscales futures qui peut arriver. Entre 30 et 50 ans, ça va être un peu une discussion en fonction des besoins fonctionnels du patient.
Mais là, il faut savoir que de plus en plus, entre 30 et 50 ans, la plupart des gens actuellement pratiquent du sport comme à moins de 30 ans. Donc en général, on va opérer beaucoup de monde, sauf vraiment les personnes qui sont sédentaires ou qui veulent plus du tout pratiquer de sport de pivot. Et dans ces cas-là, s'ils ne sont pas stables, c'est-à-dire s'ils ne ressentent pas d'instabilité au quotidien, on peut ne pas les opérer. Mais s'ils peuvent remarcher, presque normalement, Mhm. comment est-ce qu'on sait si, enfin, il faut vraiment les opérer? Est-ce qu'ils peuvent reprendre une vie plus ou moins normale sans Alors, être opérés? il va reprendre le patient peut reprendre une vie normale sans être opéré au début. D'ailleurs, en fait, quand il y a une rupture, en fait, aiguë du ligament croisé, la chirurgie, alors sauf pour les grands sportifs où il y a des histoires de contrat où le joueur doit revenir assez vite sur le terrain, donc eux, ils sont opérés assez vite. Mais il y a une nouvelle notion qui vient d'être décrite dans la littérature qui est l'AMI, l'amyotrophie inhibitrice motrice. C'est assez récent, c'est-à-dire que en fait, quand il y a un gros traumatisme du genou comme la rupture du ligament croisé, le genou va avoir tendance à se mettre un peu en flessum, c'est-à-dire à plus trop s'étendre et on va avoir une amyotrophie du quadriceps qui va s'installer et associé à ça, plutôt une rétraction des chaînes postérieures qui vont commencer à tirer le genou derrière. Donc ça, c'est un peu le cerveau qui développe ça et il a été prouvé que c'est pas forcément une bonne chose d'opérer les gens quand ils sont en AMI. Dans cette période-là, justement, où il y a cette inhibition motrice, il vaut mieux d'abord faire de la kiné, retrouver une mobilité, c'est-à-dire une bonne flexion, une extension complète et c'est là où on peut faire la chirurgie parce qu'aller opérer un genou à chaud qui vient d'être agressé par le traumatisme, en général, les gens ont un peu plus mal. C'est pas une erreur, hein, mais c'est juste au niveau des suites opératoires, elle risque d'être un petit peu plus douloureuse et on risque d'avoir ce phénomène-là d'AMI qui s'installe un petit peu plus longtemps en post-opératoire que si on l'a bien contrôlé en préopératoire. Juste, vous avez dit amyotrophie et pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas ce que Alors, c'est, amyotrophie, c'est le quadriceps qui va perdre un peu de son volume, qui va devenir plus maigre. D'ailleurs, les gens vont vite remarquer que leur cuisse est devenue plus maigre que l'autre cuisse. Et alors qu'ils voilà. l'utilisent de la même façon, qu'ils marchent de la même Alors façon. non, bah là, il y a eu un traumatisme. Mais il faut savoir qu'on perd en général en masse musculaire en 15 jours ce qu'on pourrait retrouver en 6 mois. Donc on perd plus facilement qu'on en regagne. OK. Et, euh, et donc, c'est bien de pouvoir contrôler ça, de récupérer un peu de trophicité, surtout de la mobilité. Parce que si on opère un patient qui ne plie pas ou qui n'étend pas, eh ben, après la chirurgie, on rajoute un traumatisme, il va encore moins plier au post-opératoire que, que quelqu'un qui avait déjà bien récupéré 120 degrés de flexion ou des choses comme ça. Et chez les jeunes de moins de 18 ans qui ont pas encore terminé leur croissance, Mhm. je sais que souvent on est amené à attendre, parfois ils pratiquent pas de sport pendant plusieurs années. Pour opérer un ligament croisé. Ouais, moi j'ai un très bon ami à moi qui s'est fait Alors, non, croiser ça, c'est une et fausse idée qui a été sérieusement? complètement corrigée par beaucoup d'études. Maintenant, les chirurgiens pédiatres orthopédistes opèrent les ligaments croisés même avant que la fin de la croissance. Il y a des techniques pédiatriques qui ont été développées, notamment en France avec le professeur Franck Chautel, qui est un pionnier de ce type de chirurgie. Il y a des techniques spécifiques pour l'enfant qui sont où on va faire passer le nouveau ligament en dehors du cartilage de croissance. Alors ça, voilà, faut faire ça chez des chirurgiens spécialisés en chirurgie pédiatrique pour qu'il n'y ait pas de trouble de croissance au moment où on fait la chirurgie. Mais donc il a été mal pris en charge, Alors avant, ça se faisait pas trop parce que avant c'était il y a 10 ans. voilà, alors il y a 10 ans, c'était déjà le cas, ça se faisait déjà en France, OK. beaucoup. Mais c'est qu'il faut savoir que, ce retard, de prise en charge est aussi lié à un retard de diagnostic. On demandait rarement des IRM, à des enfants qui se blessaient au niveau du genou, qui avaient le genou qui gonfle. Actuellement, après un traumatisme du genou, si la radio est normale, mais par contre qu'on a ce qu'on appelle un gonflement du genou, une hémarthrose, il est indiqué de faire une IRM. Et très Pour faire un probablement qu'on diagnostic, trouvera une rupture du ligament croisé avec ou sans lésion méniscale associée. et réalistiquement, c'est quoi le process, en gros, pour quelqu'un qui a un traumatisme du genou et qui se trouve avoir une rupture du ligament croisé? Donc bon, il fait, un sport, on va dire, qui est à risque et là, sa rupture, on le diagnostique, tiroir antérieur, IRM, rupture et cetera. Vous le prenez en charge, mais pas tout de suite. Oui, on l'envoie en général chez le kiné, Pendant combien de temps? ouais, 2 à 3 semaines, à peu près. 3 semaines, c'est bien. Et Il donc faut savoir que le corps fonctionne beaucoup par délai de 21 jours. Le poids de l'âme, c'est 21 grammes. Si on pèse quelqu'un,
avant et après un décès, on trouve en général 21 grammes de différence. Sérieusement? C'est assez drôle. J'ai Ouais, jamais c'est il entendu y a ça. beaucoup de choses comme ça. Il y a même un film là-dessus qui s'appelle 21 grammes avec Sean Penn. Bon, petite parenthèse. Mais en fait, les délais de cicatrisation sont par des délais de 3 semaines, de 21 jours, surtout en orthopédie, beaucoup même dans d'autres chirurgies, hein. Donc en général, 3 semaines, c'est un peu un délai où on a une inflammation qui va redescendre, un patient qui va retrouver une bonne mobilité et là, on peut programmer une intervention, chirurgicale à n'importe quel moment, que ce soit à ce moment-là ou même plus tard. Ça Et la dépend. kiné, elle se fait à chaud? La personne, elle a son genou qui est douloureux et on lui fait la kiné, Alors, oui, bon, il y a le kiné va pas commencer tout de suite à mobiliser le genou. Il y a tout un travail d'ailleurs au début qui est justement pour lutter contre la fameuse AMI et pour réduire l'œdème du genou avec de la cryothérapie, de la physiothérapie, la técarthérapie. Ce sont des choses qui permettent au fait au genou d'être moins inflammatoire et c'est en gérant d'abord l'inflammation qu'on va retrouver la mobilité. c'est C'est quoi pas la en técar? La La técar-thérapie? técarthérapie, c'est un appareil qui est utilisé par les kinés assez nouveau, qui permet en fait de réduire les inflammations et les douleurs sur toutes sur des zones un peu inflammatoires. OK, donc trauma, diagnostic, kiné, Kiné en général, oui. donc on essaye de prévenir l'AMI. Voilà. Une fois qu'on a dépassé la période de 3 semaines, 21 jours, on peut On programmer peut programmer l'opération à n'importe quel moment, c'est-à-dire même si on peut programmer soit juste après, 1 mois, 2 mois après, il y a pas de problème, hein, il y a et ça pas se fait en il y a aucun ambulatoire? risque. Alors la chirurgie, non, se fait en général avec une nuit d'hospitalisation. En France, un petit peu avec les restrictions de la sécurité sociale, c'est passé systématiquement en ambulatoire. Il faut savoir, en tout cas moi, ce que j'ai de mon expérience, c'est douloureux en général la première nuit. Donc c'est bien de garder le patient une nuit, au moins il a les antalgiques qu'il faut par voie veineuse et dès le lendemain, l'appui est autorisé, il sort avec 2 béquilles au début et la kiné peut être commencée pareil, juste après, dès le lendemain de la sortie ou voire le jour même et on recommence le même process parce qu'il y a une AMI qui va s'installer, une rétraction surtout derrière, c'est-à-dire les tendons vont commencer à tirer. Le patient va vouloir, garder le genou un peu plié pour avoir moins mal, donc il faut aller à l'encontre de ce phénomène-là et surtout travailler ce qu'on appelle le verrouillage et le réveil du quadriceps après entamer, le processus de kiné. Donc il y a tout un travail au début en général qui est fait que pour réduire la douleur et l'inflammation par le kiné. Et à partir de quand on peut reprendre une pratique sportive? Alors les pratiques sportives en général, on reprend les sports, alors par exemple quelque chose comme le vélo va être repris assez rapidement autour de 1 mois et demi, voire même 3 semaines, ça peut être repris. Les sports dans l'axe, comme la course à pied, vont être repris autour de 3 4 mois et les sports de pivot autour de 6 8 mois, en général. Après une reconstruction du ligament croisé. Et est-ce qu'il y a un risque de re-rupture? C'est aussi Alors, ce oui, il y a un ce risque de re-rupture, il y a même des facteurs de risque qui ont été identifiés de re-rupture, qui sont assez connus. Alors bon, il y a les défauts de positionnement de la greffe, de la nouvelle greffe qui peuvent être à l'origine de ça. Les lésions méniscales, associées aussi peuvent être à l'origine de ça et puis bien sûr un peu surtout l'hyperextension du genou. Alors les gens qui ont un récurvatum vont être beaucoup plus à risque de faire une, nouvelle rupture du ligament croisé. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle la pente tibiale, c'est-à-dire une orientation un peu du haut du tibia. Si elle est exagérée, ça aussi, c'est un facteur de re-rupture du ligament croisé, de récidive de rupture du ligament croisé. donc maintenant on a bien compris, comment ça se passait et la chirurgie concrètement, elle se passe comment? Alors la chirurgie, elle se passe sous arthroscopie, alors soit, en anesthésie générale, soit en rachianesthésie, c'est-à-dire on endort que la moitié du corps, que la partie basse du corps, comme un peu la péridurale. La chirurgie se fait, sous arthroscopie. Maintenant, quand même, c'est un peu le gold standard, c'est ouvrir un genou pour un ligament croisé, ça ça reste pas une c'est-à-dire pas quelque chose qui devrait se faire, car ça donne beaucoup de raideur, une récupération beaucoup plus longue et surtout énormément de douleur en post-opératoire. Et il y a plusieurs techniques qui vont dépendre en fait du type de greffe qu'on va utiliser. Parce qu'il faut savoir que le principe de la chirurgie, c'est une autogreffe. On va prendre un tendon, d'un endroit ou un tendon qu'on a en plus ou une partie d'un tendon qu'on va venir mettre à la place de l'ancien ligament croisé. Donc c'est ce qu'on appelle une ligamentoplastie. Donc c'est une greffe ligamentaire qu'on va venir faire. Les 2 techniques les plus fréquemment utilisées
vont être celles le Kenneth Jones, c'est-à-dire à travers le tendon rotulien. Donc, il y avait pour grande réputation d'être celle qui tient le plus, mais associée quand même à beaucoup de douleurs antérieures et une récupération assez longue, qui a été de plus en plus remplacée par les ligamentoplasties de type DIDT, c'est-à-dire où on va venir prélever au niveau de la patte doigt dont on a parlé tout à l'heure. On va prélever deux tendons, le droit interne et le demi-tendineux, pour en faire un très long ligament qu'on plie en quatre brins pour avoir un diamètre assez important. Et on va aller le mettre à l'intérieur du genou sous arthroscopie à travers vraiment des toutes petites incisions qui vont être très séparées, et ce qui fait que le patient récupère assez vite et avec très peu de douleur. Franchement, c'est impressionnant. On va passer à une section qu'on adore sur Sans ordonnance, qui est Ouais. celle des mythes ou réalités. OK. Donc, je vais donner des affirmations, peut-être qu'on a déjà discuté, Mmh. vraies ou fausses, c'est à OK. vous de me dire. OK. Ok. Alors, la course à pied détruit forcément les genoux tôt ou tard. Faux. Si on est obèse, peut-être. Oh, ça va, ça oui. En général, oui, ça va, la personne va souffrir en courant, donc elle va en général vite arrêter cette activité. C'est pas voilà. Il faut savoir que la course à pied, les gens se blessent surtout lors des préparations. C'est là où on voit le plus de blessures. Les gens, ils veulent C'est-à-dire préparation. préparation de marathon ou d'événements, Ironman, des choses comme ça, parce que c'est là où il y a les erreurs qui sont faites, parce qu'on va dépasser un petit peu la capacité de ce qu'on peut faire, surtout par exemple avec des fractionnés, des choses comme ça, et là, c'est très pourvoyeur de blessures. Ah, le fractionné est pourvoyeur de blessures. Assez, assez. Il faut faire très attention aux fractionnés. Ouais. Et OK, donc vaut mieux courir 10 kilomètres à une allure tranquille que de faire du Exactement. fractionné Quelqu'un sur, qui a couru toute sa vie, à son propre rythme, en général, c'est des gens qui se blessent pas. Je vois des gens qui ont 70, 75 ans qui ont toujours couru, qui courent encore et qui courent même avec une arthrose du genou parce que leur corps est habitué à ça, et ils ont pas mal. Alors, quand on a mal au genou, le seul sport qu'on puisse encore pratiquer est la natation. Faux, ça dépend un petit peu de la cause. Il y a d'autres sports, on peut faire, du vélo, de l'elliptique, un peu de renfort en salle, on peut faire du pilates, du yoga. On peut faire alors oui, si on a vraiment un gros problème du genou, oui, les sports avec, un appui fort ou des rotations ou un sport de pivot, ça risque d'être compliqué, ouais. Une rupture du ligament croisé nécessite toujours une opération chirurgicale. Faux. Avoir mal au genou de temps en temps après une marche ou une séance de sport, c'est normal, pas de quoi s'inquiéter. Oui, vrai. Donc on peut avoir mal On peut sans avoir mal, que... ouais, on peut avoir mal sans qu'il y ait vraiment une pathologie derrière, oui. Oui, oui. Faut avoir que te savoir que voilà, on a mal de temps en temps dans les articulations, on peut avoir mal si on a sollicité, l'articulation en question. Alors là, il faudra s'inquiéter, voilà, ça va être sur une douleur qui va être soit répétitive, c'est-à-dire, répétée à l'effort, même si elle disparaît à l'arrêt de l'effort, ou une douleur qui va s'installer, qui va devenir permanente. C'est ça la douleur qui devrait inquiéter. Est-ce qu'il y a des niveaux de douleur qui doivent inquiéter, même si c'est ponctuel? Alors, c'est une très bonne question. On a dans notre spécialité, on a ce qu'on appelle la discordance un peu radio-clinique. C'est-à-dire, on peut avoir des choses radiologiquement très impressionnantes, mais qui font très peu mal, au contraire, des choses, vraiment banales, mais la personne va avoir horriblement mal. Le syndrome douloureux rotulien, qui est une cause fréquente et bénigne et banale de consultation pour nous, les gens, ils ont horriblement mal. Alors que c'est quelque chose de et qu'on d'ailleurs, ils sont souvent surpris parce que quand on leur donne finalement le diagnostic que c'est que ça, ils sont un peu surpris Ils sont que déçus. ça peut être limite déçus que ça puisse être que ça après toute cette douleur et cette souffrance, ouais. Donc avoir très mal ne veut pas dire on a quelque chose de très grave, bien au contraire, ça peut être, très bénin. Un genou qui craque est forcément un genou malade. Faux. Les articulations craquent. Les genoux vont craquer plus que d'autres articulations. Alors, il va y avoir 2 origines, à ça. Un, il faut savoir que les mouvements méniscaux font du bruit. Le ménisque est un élément, même s'il est attaché, il est un peu mobile. Il y a des mouvements méniscaux qui se font, et il faut savoir qu'on a du liquide synovial dans l'articulation, aussi avec un petit peu des petites bulles de gaz, et le contact des 2 va faire qu'on peut avoir ce craquement. C'est la même chose au niveau des doigts, Au niveau des doigts, ouais, et d'ailleurs, si on se craque les articulations ou si on a les articulations qui craquent beaucoup plus que d'autres, on n'est pas plus exposé à des maladies, comme l'arthrose. Ça, comme c'est vraiment n'importe quelle autre maladie, non, une non. pensée hyper C'est-à-dire chez commune. nous, alors les craquements ne sont pas un signe d'une pathologie particulière. Donc toutes les personnes qui disent, «Il faut Oui, arrêter de se craquer les doigts, tu vas avoir de l'arthrose», mmh, elles ont tort. oui, c'est faux. Les ménisques, on peut les enlever sans conséquence, ils ne servent plus à rien après un certain âge. Faux.
C'est les ménisques, c'est une structure importante, principale, c'est l'amortisseur du genou, principale, structure anatomique qui prévient l'arthrose du genou. On voyait énormément d'arthrose, avant, après des ménisectomies, parce que les ménisectomies étaient faites à ciel ouvert, c'est-à-dire on ouvrait le genou, on ne pouvait pas enlever que la partie malade, on était obligé d'enlever tout le ménisque. Maintenant, en fait, les techniques ont changé, c'est-à-dire même quand on fait une ménisectomie, elle est partielle, c'est-à-dire elle est dirigée que sur la zone qui est malade. On essaye de laisser le maximum de capital méniscal et surtout, on essaie de plus en plus de suturer le ménisque pour éviter le développement de cette arthrose. Et donc chez les footballeurs, quand on leur enlève le ménisque, forcément on les expose à l'arthrose. Alors, oui, ils sont un peu plus exposés à de l'arthrose, c'est-à-dire quelqu'un à qui on a envoyé enlevé le ménisque va avoir un risque à peu près de 25 de plus que quelqu'un d'autre de développer une arthrose à 20 ans d'évolution, D'accord. après le geste. Ouais, Donc, c'est pas voilà, instantané, ouais. si un footballeur, on lui a enlevé, voilà, à 20 ans, voilà, à 50 ans. En général, les footballeurs autour de 50 ans, 60 ans ont déjà de l'arthrose du genou. Parce que soit ils ont été multi-opérés et multi-traumatisés au niveau du genou. Le ménisque peut cicatriser tout seul sans opération. Vrai et faux, bah, le ménisque externe peut avoir un pouvoir de cicatrisation. Parfois, il peut cicatriser tout seul. Le ménisque interne cicatrise moins bien que le ménisque, externe, le ménisque interne, parce que le ménisque interne, c'est la structure sur laquelle on va marcher. Parce que quand on va marcher, on va avoir ce qu'on appelle le moment varisant, c'est-à-dire un moment où on va mettre la charge sur la partie interne du genou, pour la plupart des gens. Et donc c'est un ménisque qui va être sursollicité, même rien qu'à la marche, il va être sursollicité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, à l'IRM, des gens qui vont aller passer une IRM pour une quelconque douleur du genou, on verra souvent dans les comptes rendus fissures de grade 1 ou 2. Ça, c'est non significatif, ça, c'est juste le ménisque qui est en hypersignal, ou chez les coureurs, on a très souvent ça. Et c'est pas un ménisque qu'on va opérer ou faire quoi que ce soit dessus, c'est juste le ménisque qui est sursollicité, qui est un peu, on va dire, inflammatoire Ouais, tout et qui à apparaît fait. en hypersignal. C'est la classification de Stoller. Exactement, Donc dans ouais, la c'est un classification de 2 Stoller. ouais. Voilà. Les vraies lésions méniscales, ça va être les grades 3 ou carrément les grades 4 qui sont les anses de saut du ménisque. C'est carrément toute la languette, tout le ménisque qui s'est déplacé, qui s'est enlevé de sa place. Et donc le ménisque, vous avez dit, c'est l'amortisseur du genou. Mhm. Il peut craquer. Oui, Le ménisque interne est plus sensible, on va dire, est plus sollicité que le ménisque externe, oui, même s'ils sont globalement similaires, pas en forme, mais globalement similaires. ont le même rôle, oui. Ouais. Et comment ça se passe une blessure du ménisque? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une méniscopathie? Alors, c'est des blessures qui peuvent arriver sans forcément pratiquer du sport. Ça peut arriver lors juste du passage d'une position accroupie à debout ou, alors de manière assez progressive, et c'est là où on a 2 types de lésions méniscales. On va avoir les cadres de lésions méniscales dans un cadre traumatique, c'est-à-dire vraiment, il va y avoir un événement traumatique, soit avec ligaments croisés ou sans ligaments croisés. Donc ça, c'est dans ce cadre-là, en général, qu'on va suturer le ménisque. Il faut que ça soit fait à peu près dans les 2 3 mois qui vont suivre le traumatisme pour donner le maximum de chances de réussite de la suture méniscale. Parce que les sutures méniscales peuvent être associées à un certain risque de récidive de la fissure méniscale de 20 à 30 après suture. L'autre cadre qu'on va avoir, c'est les lésions méniscales dégénératives. Ça, c'est un ménisque qui va perdre un peu de sa qualité, qui va commencer à s'effriter et à s'effriter en plusieurs morceaux. C'est pas une fissure nette du ménisque. Et donc ça, c'est plutôt les fissures qu'on va avoir après 30 40 ans, qui vont se faire progressivement, où la personne va avoir une douleur chronique, qui va partir, revenir, puis revenir et s'installer. Et là, en général, la suture méniscale n'est pas trop indiquée parce que c'est pas vraiment une fissure nette, et surtout en zone rouge, en zone vascularisée, ça va être plutôt un ménisque qui va être effrité, et c'est là où on va faire plutôt des ménisectomies partielles. Et les professions qui sont plus exposées à ça, je crois que j'avais lu un jour dans un livre de médecine, c'est les carreleurs. Les carleurs, oui, parce que C'est justement, c'est la typique. position accroupie, répétée, et c'est l'hyperflexion qui entraîne ça. Nous donne par exemple, au Maroc, il y a la prière aussi, hein, le soujoud, parce que les gens vont se mettre en hyperflexion, ils peuvent entendre justement un gros craquement à ce moment-là. Et donc là, c'est un craquement avec une douleur et un gonflement. Là, il s'est passé un événement. Mais pour Un revenir à tout craquement à l'heure, c'est normal pas un craquement comme d'habitude, le clac-clac qu'on va entendre habituellement. et une gêne passagère, Voilà, une gêne passagère, voilà, ça va être juste une gêne passagère et la douleur va disparaître. et vous avez dit tout à l'heure, il y a le ménisque, il y a la zone rouge.
Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se Alors il y a passe? 2 zones, qui pour nous chirurgiens, c'est là où elles ont toute leur importance parce que ça va un peu, impacter le type de traitement qu'on va faire. Il y a une zone rouge, qui va être en général, vers la capsule articulaire, c'est-à-dire à l'arrière du ménisque, la partie arrière du ménisque, ça va être la zone vascularisée. Donc si on a une fissure à cet endroit-là, si on la suture, il y a de grandes chances qu'elle cicatrise. Parce que du coup, on va avoir un apport sanguin d'oxygène et de facteurs cicatriciels qui vont faire que la lésion va cicatriser si on arrive à la mettre, bout à bout avec des sutures méniscales. Par contre, une fissure en zone blanche qui va être plutôt avasculaire, c'est une zone où il y a aucun afflux sanguin. Celle-ci ne va jamais cicatriser. Donc c'est les fissures qu'on va régulariser plutôt, d'accord? Pour éviter plus qu'elles s'étendent et qu'elles donnent des lésions méniscales plus grandes et qu'on ait enlevé une plus grande surface méniscale. Et l'anse de saut, en fait, c'est globalement, c'est le ménisque qui vient et qui se bloque. Exactement, le ménisque, alors c'est le ménisque qui va être, fissuré en général en zone rouge, mais une fissure très étendue qui va partir d'arrière en avant et le ménisque va complètement se décoller et venir se bloquer à l'intérieur du genou. Alors c'est en général l'indication, de d'arthroscopie qu'on fait un peu en urgence parce que on a un blocage aigu du genou et un blocage qui va être dans le sens où on n'arrive pas à étendre le genou, pas on n'arrive pas à le plier. Impossible d'étendre le genou parce que du coup, il y a un corps étranger bloqué dans le genou qui empêche ce mouvement de l'extension du genou. Et donc, même si on a une rupture des ligaments croisés qui est associée, à ce moment-là, comment est-ce que ça se passe? On la prend en charge après? On la prend en charge Là pendant? là, on est dans les situations où on va la prendre en charge rapidement, sans attendre la kiné. Ouais, parce que Parce la que là, on est personne, en blocage aigu, et que du coup, il faut débloquer le genou. Et pour aussi sauver le ménisque, parce que si on laisse une anse de saut, ça m'est arrivé très souvent ici d'opérer des anses de saut, mais qui datent de 3 ans, 4 ans, où le ménisque est resté là-bas, où la personne s'est un peu habituée à marcher avec un genou sans avoir son extension. Et en fait, quand le ménisque n'est plus à sa place, il devient tout calcifié, il devient hyper dur, même à enlever, ça devient très dur. Parce qu'on a un ménisque qui est comme de la pierre. Il devient d'ailleurs, il est plus blanc, il commence à devenir jaune, il a un aspect, inhabituel, en arthroscopie et on a du mal, c'est pas du tout suturable pour le coup et du coup, bah, c'est la méniscectomie qui est faite. et donc même la ménisectomie dans ce cas-là est difficile. Le geste peut être difficile parce que le ménisque peut être difficile à attraper et surtout à remettre à sa place pour pouvoir être enlevé parce qu'il est bloqué au milieu de l'articulation. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour prévenir tout ça, pour renforcer son genou? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, heu, la chose primordiale, ça dépend de ce qu'on veut faire comme activité, mais si on fait des activités, de fond, de course, il faut avoir une bonne foulée, une bonne posture. Donc c'est vérifier s'il n'y a pas un trouble postural à corriger, parce que ça, c'est quand même assez facile. Il suffit de mettre des semelles sur mesure, qui vont corriger ce phénomène-là, qui vont éviter pas mal de blessures. La deuxième chose, en tout cas pour les sports de pivot, pour éviter par exemple des ruptures du ligament croisé ou des problèmes méniscaux, c'est d'avoir un bon quadriceps. Quadriceps, c'est un élément protecteur du genou et qui permet d'avoir une grande stabilité déjà dans son genou pour éviter justement des dérobements brusques liés à un mauvais appui ou des choses comme ça. Donc moi, si j'ai un conseil à avoir, c'est d'avoir un bon renforcement des quadriceps et des ischio-jambiers. Et comment est-ce que vous y prendriez? Enfin, pour le quadriceps, par exemple? Ouais, alors, quadriceps, il y a beaucoup de manières de faire. Donc, soit, alors le plus simple, déjà en faisant du vélo, on le renforce. On peut aller plus loin en faisant des squats, en faisant des fentes, en travaillant un petit peu. Alors, la presse, faut y aller très doucement parce que ça peut être assez traumatogène, mais c'est tous les mouvements qui vont travailler dans l'axe de la flexion-extension. Et donc, ce qui est de la fréquence, vous avez des conseils? Alors, il est conseillé d'avoir, en fait, quand on pratique du sport vraiment de manière assez intense, d'avoir au moins un jour purement de renforcement musculaire, donc sans pratiquer l'activité en question, et aussi d'y associer un jour de travail un peu excentrique des articulations. C'est-à-dire un jour où il va plutôt y avoir que du stretching, des choses comme ça, pour redonner en fait de la mobilité, de l'élasticité à tous les muscles. Parce qu'on ne peut pas s'étirer alors qu'on vient tout juste de contracter, le muscle. Alors s'étirer juste après une séance de sport, c'est pas très efficace. En général, il faut au moins attendre 4 heures ou sinon, au mieux, ce qui est conseillé, c'est de le faire en dehors, complètement en dehors. Les sportifs de haut niveau, leurs séances de stretching, c'est des séances qui sont à part. Ce que vous didites, c'est complètement contre-intuitif. Parce que tout le monde, Veut s'étire à la fin de À la la fin de la séance, séance, oui, mais le muscle ne va pas s'étirer parce qu'il vient d'être contracté, il est engorgé de sang,
Donc il faut le laisser d'abord évacuer tout le sang engorgé dont il avait besoin pour faire les contractions et pour faire l'activité physique et c'est là où il va pouvoir avoir de l'élasticité, gagner en amplitude. Et donc pour les ischios, un exercice qui serait complet, ça serait par exemple le deadlift. Exactement. Alors, oui, il faut pas avoir de problème de dos pour ça C'est et clair. où le travail aussi d'écrasement un petit peu avec le ballon, de contracter comme ça pour travailler un peu les chaînes internes. Et pour quelqu'un qui n'a pas accès à une salle, comment est-ce qu'il peut, faire ce travail, de chez lui? Alors maintenant, grâce aux réseaux sociaux, c'est assez facile. Il suffit juste de marquer, sur YouTube des exercices, par exemple, de renforcement, que ça soit quadriceps ou même de parler de la chaîne, musculaire en question et vous trouverez, plein de vidéos, qui vont illustrer ça de manière assez simple, faites en général par des kinés. Les kinés font beaucoup de vidéos dans ce sens donc en général, c'est très facile de trouver dans ce sens-là. Après, voilà, s'il y a une demande fonctionnelle qui est assez importante de la part du patient, c'est-à-dire avec un sport qui va être fait régulièrement et surtout en grande intensité, il est quand même mieux d'avoir, voilà, d'être inscrit en parallèle ou d'avoir un coach pour faire un peu un renforcement c'est-à-dire, bien dirigé, tout en respectant la physionomie et la physiologie de chacun. Et dans votre expérience, c'est quoi les blessures bêtes que vous voyez, des blessures du quotidien, mais in fine qui handicapent les patients? Est-ce qu'il y en a? Heu On va dire un accident est toujours un petit peu bête, mais bon, ça va être rater la marche, des choses comme ça, alors oui, il faut par exemple, en pratiquant le foot, ça va être juste un changement de pivot. Il veut juste changer de direction pour aller, échapper à son adversaire et là, en fait, la cheville reste bloquée d'un côté, c'est le genou qui part de l'autre. Mais il y a pas de choses particulières, ouais, je dirais alors oui, peut-être, quelque chose qui est un petit peu relié à la qualité de nos trottoirs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trous, donc souvent les gens, j'ai ça arrive assez souvent, mais ça va plutôt être des traumatismes de la cheville, j'en vois assez régulièrement. Il Des y a entorses, la personne, elle parle au téléphone, elle regarde pas et puis il y a un trou, qui est pas forcément censé être là et la cheville rentre dedans. les entorses de trottoir. Voilà, les entorses de trottoir, ouais, ouais. Et dans votre histoire et toutes les chirurgies que vous avez faites, est-ce qu'il y a un patient ou une histoire de patient qui vous a particulièrement marqué? Alors il y en aurait plusieurs. Oui, il y a ça va être surtout, oui, ici et un des premiers patients que j'avais fait justement, c'est une lésion un petit peu méniscale. Patient qui venait d'un coin un petit peu reculé du Maroc et qui avait justement une anse de saut avec un blocage du genou, mais comme j'en avais jamais, vu, en tout cas qui durait aussi longtemps. Ça faisait 5 ans qu'il était bloqué du genou avec du coup un membre toujours plié qui ne s'étendait pas et qui s'est un peu habitué. Du coup, il avait une inégalité de longueur du membre inférieur, une fausse inégalité, c'est juste parce que le genou ne se libérait pas et pour lui, la chirurgie de régler ce problème-là et d'avoir une extension du genou, pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors les gens comme ça qui viennent de zones reculées sont en général très reconnaissants, très très gentils après les chirurgies et voilà, il a pu retrouver un peu une activité sportive, toute une vie qu'il croyait qui était derrière lui et qui se croyait, condamné à plus avoir une mobilité normale du genou, ouais. C'est celui qui m'est venu à l'esprit comme ça, mais je pense qu'il y en Il y a en a plein d'autres. plein. Ouais. Franchement, c'est beau, c'est magnifique d'aider les gens comme ça. Merci beaucoup, d'avoir été présent. Merci pour, d'être venu. Bah, c'était un plaisir, c'était très intéressant et bah, à une prochaine, Ouais, à une certainement. prochaine fois et merci à vous qui nous écoutez. Si cette discussion vous a été utile, n'hésitez pas à suivre et à la partager autour de vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de Sans ordonnance.